Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h49, les grands débats du matin. Visiblement, le casting pour le Premier ministre, ça patine pour l'instant. On ne trouve personne. Si vous avez des idées, des propositions, 0826 300 300. Puis on va revenir, bien entendu, sur l'accord entre les socialistes et les insoumis qui est en bonne voie. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont des points de convergence ou non ? On en parle ce matin avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et dans quelques instants après 9h avec Éric Revel. Bon, et finalement, Elisabeth et Alexis, est-ce qu'on n'a pas là, en ce moment, la gauche la plus intelligente du monde et la droite la plus bête du monde, quoi ? Commençons par Alexis, tiens, et puis ensuite Elisabeth, quoi. On a surtout une gauche active. On a une gauche qui s'active pour l'union, qui s'active aussi pour l'union des programmes, puisque l'avenir en commun était la plateforme de base. La discussion du PS, au-delà bien sûr de la tambouille pour les circonscriptions, c'est l'idée d'un programme commun et de voir comment tout ça peut arriver. C'est un peu dommage que ça arrive après les élections présidentielles, on a envie de dire, mais au moins ça arrive. Et c'est sûr qu'à droite, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est simplement de la critique assez infondée, puisqu'à droite, beaucoup ont déjà rejoint Emmanuel Macron de par le passé, ou sont en train de le faire. Donc on voit bien que les jeux d'appareils sont les mêmes à droite et à gauche. Donc pourquoi critiquer ce que fait la gauche si la droite fait la même chose ? C'est la première fois que la gauche arrive à le faire, donc c'est un peu historique, enfin pas la première fois, mais la première fois depuis longtemps, on va dire. Je parlais d'Épinay, 80 Mitterrand, donc évidemment ça s'agite et on se dit, est-ce que la recomposition politique tant attendue n'est pas en train de se faire ? Et c'est la gauche qui mène le bal. Oui, Elisabeth Lévy. Moi je dirais que la gauche s'allie malgré ses principes, ou malgré les principes d'une partie, si vous voulez, parce que encore une fois, je n'oublie pas, et je le rappellerai pendant les années à venir, les déclarations vraiment déplorables de Jean-Luc Mélenchon sur le parti travailliste anglais qui cédait au rabbinat, sur Mohamed Merah qui n'était qu'une affaire d'opportunité, enfin les attentats de Mohamed Merah qui était une manipulation électorale. Oui, non mais ça fait marrer Alexis, mais moi ça me fait pas marrer à vrai dire. Non, parce qu'il va vous répondre, il va vous répondre. Allez, de voir un type qui est capable, excusez-moi, on a reproché à Zemmour des propos qu'il a tenus il y a 10 ans, je suis désolé, pendant toute la campagne. De voir un type, si vous voulez, qui est capable de faire des risettes aux islamistes, je veux dire, sacré par tout le monde, par la grande presse, qui est là complètement inamouré, je veux dire, et à qui personne ne rappelle cela, personne ne l'interroge là-dessus, personne lui dit, mais enfin, monsieur Mélenchon, vous avez dit ça, excusez-moi, moi, ça m'enrage. Je vous le dis. Alors, réponse d'Alexis. Et juste, je dis un mot sur la droite. La droite, c'est le contraire, ou plutôt, Alexis a raison. Moi, je pense qu'il faut une clarification idéologique, que ceux qui rejoignent Macron parce qu'ils sont d'accord avec lui sur l'essentiel, l'Europe, etc., le rejoignent, ça ne me pose aucun problème. Et il reste une grande partie de la droite qui est d'accord, pas sur tout. Elle n'est pas d'accord sur l'économie notamment, mais elle est d'accord quand même sur des choses qui sont existentielles. Et malgré cela, elle n'arrive pas à s'allier. Effectivement, elle n'arrive pas. Au moins, je dis pas qu'il faudrait une grande union comme à gauche, ça je pense que c'est vraiment forceps. Robert Ménard en rêvait. Mais des accords électoraux, c'est-à-dire des accords de désistement réciproque, des candidatures uniques, ça me paraîtrait pas scandaleux et il n'arrive pas à le faire pour des raisons aussi personnelles, je trouve ça déplorable. Oui, Alexis Poulain, alors sur les reproches faits à Jean-Luc Mélenchon par Elisabeth, enfin en tout cas... Et je salue votre moustache d'Astérix. C'est tout le temps ces reproches-là qui sont faits, bien sûr, l'islamo-gauchisme qui revient, les mêmes critiques qui reviennent, donc c'est pas nouveau. C'est sûr que c'est peut-être moins rappelé maintenant parce que Jean-Luc Mélenchon a réussi quand même à faire un score dont il peut être fier au présidentiel et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui l'union de la gauche se fait autour de l'Union populaire et pas autour du Parti socialiste comme c'était le cas par le passé. Donc dans les petites phrases, tout le monde... Mais c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui ennuie une partie du Parti socialiste, c'est de perdre finalement la main. Et c'est pour ça que les négociations étaient aussi longues. Elles viennent d'aboutir maintenant aujourd'hui. Le Bureau national doit le voter et l'entériner. Ça veut dire le départ de Monsieur Cazeneuve, par exemple, ancien Premier ministre, mais aussi sans doute d'autres éléphants qui vont décider de casser de rompre les ponts avec le Parti socialiste parce que une nouvelle page de ce parti s'ouvre et parce qu'aussi, je pense que cette recomposition politique, elle est nécessaire. On l'a appelée de nos voeux et à droite et à gauche
pendant toute cette campagne présidentielle, voyant bien que les partis traditionnels étaient en train de s'effondrer, que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste, c'est en train de se passer à gauche. Maintenant, je suis sûr qu'à droite, ça va aussi réveiller certains appétits, certaines envies. Et Marine Le Pen est bien silencieuse, je trouve, c'est étonnant, puisqu'elle était quand même la deuxième de ce scrutin. Donc elle devrait peut-être. Mais mon cher Alexis, pardon, mais vous allez me répondre. Oui. Excusez-moi, je vous connais, vous êtes républicain, vous n'êtes pas du tout branché sur ces thèses islamo-gauchistes et vous avez botté en touche. J'aimerais savoir ce que, à vous, électeurs de gauche, ça fait. Est-ce que ça ne vous pose pas jamais un problème ? Je veux dire, je vous rappelle quand même qu'on enquiquine depuis 10 ans, on enquiquine. Attendez, Elisabeth, vous avez posé une question, laissez répondre. Non, le procès qui a été fait sur la manif où il y avait des fondamentalistes qui étaient là, Jean-Luc Mélenchon, lui, était là avec les syndicats pour défendre justement la laïcité et toutes les confessions. Donc, sur la laïcité, Jean-Luc Mélenchon est clair pour moi. Et non, mais il faut écouter son discours à l'Assemblée qui est brillant sur la laïcité à la française. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Je vois bien, il y a eu le même procès qui a été fait pour Corbyn. Corbyn, c'est autre chose. Il y avait la cause palestinienne qui était derrière, il y avait beaucoup d'autres choses, mais le Labour anglais a eu son l'antisémitisme, bien sûr, mais c'est pas du tout le même cas de figure pour la France insoumise, et en particulier pour Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même une carrière assez longue en politique, pour avoir de quoi avoir suffisamment d'archives et de dossiers pour le dire. Mais je crois qu'il a clarifié tout justement sur ces points-là. Et maintenant, où ça joue, c'est simplement parce que certains pontes du Parti socialiste ne supportent pas de perdre le pouvoir et de voir que le parti qu'ils ont créé, et on comprend, c'est une aventure de plus de 30 ans, 40 ans, est en train de mourir sous leurs yeux. Et ça, je comprends que certains aient du mal à l'accepter, comme M. Cambadélis ou d'autres. Ouais, excusez-moi, mais je suis pas totalement convaincu parce que vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon a dragué les voix islamistes, qu'ils ont été les chercher sur des thèses identitaires. Mais regardez ce qu'a fait Valérie Alexis, vous vous asseyez sur vos principes. Mais regardez, tous les politiques ont fait ça. Mais regardez le nombre de politiques qui ont travaillé avec des leaders, avec même c'était les frères musulmans pour certains à droite. Donc il y a pas, enfin ce procès-là, il peut être fait à toute la classe politique française depuis des années. Bon, on ne vous mettra pas d'accord incontestablement autour de ça. On a tendance à se construire à gauche et à droite, ça reste en chantier total, quoi. Voilà ce que l'on peut dire. Pour l'instant, et Emmanuel Macron, lui aussi, c'est en chantier. Il essaie de construire et de former son nouveau gouvernement. Il a du mal à trouver son premier ministre. Oui, son premier ministre, un petit peu l'architecte en chef, quoi, en fait, en quelque sorte, pour former son gouvernement. Alors, c'est un homme, une femme. Il y a eu plusieurs. Non, mais il y a eu plusieurs refus. Il se ramasse râteau sur râteau. Là, moi, j'ai rien reçu. Deux vous avez femmes, reçu un truc, Patrick? Non, il faut être une femme. Donc, je ne crois pas être devenue une femme. Elisabeth, vous avez reçu une invitation? Non, mais Patrick, vous avez le droit de changer, vous savez maintenant. Bien sûr. Vous avez le droit de changer et de revenir en arrière. Bon, on va y revenir avec Éric Revel, parce que évidemment, c'est le nouveau Mistigri. On recherche en fait quelqu'un pour, c'est ça, pour Matignon. Éric Revel dans un instant. On reviendra aussi sur l'interview d'Aymeric Caron, peut-être aussi avec Éric Revel et vous, Elisabeth Lévy, et vous au 0826 300 300. Alors, il a dit que le permis de voter, une idée qu'il avait lancée il y a quelques années, là, il y renonce pour cette campagne pour l'instant. Il y renonce, pas question, on verra. Sans doute qu'on lui a dit, tu te calmes, en fait, sur ce sujet. Si tu veux être élu, et si tu veux être élu, en tout cas sous la bannière de l'Union populaire de la gauche, on en reparle, écologie radicale, en revanche. Donc on arrête de voyager, on arrête de tuer évidemment les moustiques, plus de viande. Il y a encore 10 ans, 20 ans ou 30 ans, parce que c'est 50 ans, voire 100 ans. 2050. Voilà, c'est ça. Dans un instant, la pénurie vos enfants. C'est ça. La pénurie d'emploi à Matignon, et on en parle avec Éric Revel. À tout de suite. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bon, alors Éric, donc on recherche désespérément un Premier ministre à Matignon. C'est un peu le titre du film cette semaine. Il cherche donc son ou sa Première ministre. Oui, moi je vais titrer l'édito comme ça, Patrick. Recherche Premier ministre désespérément, parce que c'est vrai que on commence à se poser des questions. Emmanuel Macron, on prend son temps. Il a souvent dit qu'il était le maître des horloges. Bon, très bien, tout cela avant la cérémonie officielle de sa nouvelle investiture. Mais on sent que ce n'est pas si facile, voire même qu'il y a du mou dans la corde à nœuds. Après le refus de Valérie Rabault, la présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale, et d'autres refus. Alors on se pose des questions. Deux choses l'une, ou bien le profil de Premier ministre que cherche Emmanuel Macron est tellement rare qu'il est difficilement trouvable, ou bien c'est l'exercice du pouvoir qu'incarne ou qu'incarnait Emmanuel Macron
et les réformes qu'il doit porter, qu'il pose problème, des réformes qui seraient, disons, difficiles à assumer pour le futur ou la future locataire de Matignon. Oui, plusieurs personnalités politiques semblent avoir refusé Matignon. Alors qu'est-ce qui coince ? Oui, alors bon, je vous ai parlé de Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste qui a refusé Matignon. On parle aussi qui aurait, parce que Matignon, vous avez vu, ne confirme pas. Mais enfin bon, ça m'étonnerait que... pas non plus. On parle aussi de l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, Véronique Bédag, qui aurait aussi décliné l'invitation à devenir Premier ministre. Emmanuel Macron recherche plutôt une femme, plutôt de gauche, évidemment pour couper l'herbe sous le pied de Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait carton plein depuis cette nuit avec son Union populaire, puisqu'il a réussi à convaincre le Parti socialiste. Mais au-delà de ce profil de gauche de femme, il y a une feuille de route avec des réformes, comme la réforme de la retraite à 65 ans, qui est pas facile à porter, évidemment. Ou peut-être, d'ailleurs, on en parle, le décalage de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, promis pourtant avant l'été par Emmanuel Macron. Donc tout ça, c'est un peu difficile à porter. Et c'est notamment à gauche, pour un profil de gauche, parce que par définition, on ne souhaite pas endosser de tels marqueurs d'une politique sociale qui serait jugée trop libérale. Oui, alors les élections législatives approchent, Éric. Quelles sont les hypothèses pour Emmanuel Macron et puis le locataire de Matignon? Oui. Alors Emmanuel Macron, quand même, il faut le dire, il semble en difficulté quand même sur cette affaire. Est-ce qu'il aura d'autres choix d'ailleurs que de prolonger pendant 5 semaines encore jusqu'aux législatives, d'autres choix que de prolonger Jean Castex à Matignon s'il ne trouve pas l'oiseau rare? Alors, pour répondre à votre question, Patrick, moi je vois 2 hypothèses avant les prochaines législatives du 12 et du 19 juin. La première, c'est une majorité de la République En Marche, avec sa constellation de micro-partis qui composent la République En Marche, sans véritable colonne vertébrale politique d'ailleurs. Mais alors, pour mener quelle politique et on parle peut-être, si les difficultés s'accumulent et que la République En Marche a une majorité, on parle de l'éternel retour du jeune ancien premier, François Bayrou, au premier plan. Eh oui. Deuxième hypothèse, une majorité surprise en dehors des clous de la majorité présidentielle. On parle évidemment beaucoup de l'Union populaire en ce moment de Jean-Luc Mélenchon. Et là, évidemment, c'est une cohabitation de fait avec un nouveau Premier ministre. Mais on le voit quand même, quelles que soient les hypothèses, Patrick, ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron débute avec un certain flou, une certaine confusion que le président doit vite dissiper au risque d'apparaître d'emblée affaibli pour le début de son dernier mandat. Oui, et encore, vous n'avez pas évoqué, mon cher Éric, Elisabeth Lévy est avec nous aussi, un certain Nicolas Sarkozy qui joue un rôle évidemment en coulisses. Enfin, pas qu'en coulisses, même parce que il a été reçu hier matin à l'Élysée par Emmanuel Macron, quoi. Donc, est-ce qu'il vient avec ses petits papiers ou pas? Oui, sans doute. Mais Nicolas Sarkozy, maintenant, il est clairement dans le camp d'Emmanuel Macron. Bon, voilà, il a appelé à voter pour lui. Est-ce qu'on peut considérer qu'il a encore l'étiquette d'un électeur, d'un leader de droite ou des LR? Non, bien sûr que non. Donc peut-être qu'il conseille effectivement Emmanuel Macron sur le choix de la future première ministre, mais vous êtes d'accord, ça traîne ça traîne pour être simplement un accident de parcours là. Oui, vous avez raison, mais il y a aussi peut-être une dimension plus prosaïque, qui est que le job, là, c'est un job pour 2 mois, si vous voulez. Ça dépend. Si, c'est un job pour 2 mois pour l'instant, si vous voulez, parce que évidemment, c'est quand même, excusez-moi, il se passe quand même, il y a des élections. A priori, il est assez rare que après des élections législatives, il y ait pas quand même, il se passe pas quelque chose au niveau du gouvernement. Et justement, il se murmure une chose. Je vous livre l'information, c'est que Jean Castex, lui, a refusé de rester simplement pour 2 mois. C'est-à-dire, il dit si je reste, je veux rester jusqu'à la réforme des retraites. Et si vous voulez, et justement, comme apparemment c'est pas le plan, si vous voulez, je vous dis, c'est un job assez précaire pour l'instant, Premier ministre. Donc je pense que ça rajoute, ça n'enlève rien du tout à l'analyse d'Éric, fort pertinente comme toujours, mais ça rajoute une dimension en plus. Si vous voulez, c'est vraiment un CDD, quoi.
Oui, mais alors dans ces conditions, il peut mettre un proche, mais c'est compliqué, oui, pour lui, quoi. Parce qu'il était même question d'Alexis Colère, hein, je vous rappelle. Alors là, ce serait quand même assez drôle. Si vous voulez énerver absolument tout le monde, la droite, la gauche, le centre, je pense que c'est une très bonne idée. Oui, non, mais alors il y avait Julien de Normandie ou Richard Ferrand parmi ses proches, potentiellement. Je voudrais un mot de commentaire de vous deux aussi sur quand même deux retours ou arrivées en fait dans le politique dans le cadre des législatives. Donc bon, on va pas recommander l'accord PS, la France Insoumise, on en a déjà parlé tout à l'heure, et puis on va attendre que ça se confirme définitivement cette fois. Et puis Alexis n'est plus là. Oui, et Alexis n'est plus là avec nous, mais il y a tous les auditeurs 0826 300 300 le retour de Manuel Valls. Il a obtenu une circonscription. Les Français de l'étranger, grosso modo, c'est l'Espagne et le Portugal, je crois. Donc bon. Et Monaco. Et Monaco. Ah oui, donc il n'y a pas le Portugal, si. Je ne sais plus. C'est Espagne, Portugal et Monaco. Espagne, Portugal et Monaco. Donc voilà, pour être élu. C'est pas mal, hein. Oui, ça veut dire qu'il a de bonnes chances en fait d'être élu. Il a dû monnayer. Et puis de l'autre, Émeric Caron, qui était notre invité, qui lui va faire son entrée en politique cette fois-ci de façon officielle, sous la bannière justement de l'Union populaire. D'abord sur Manuel Valls, Elisabeth Lévy et vous, Éric Revel. Alors écoutez, si vous voulez, Manuel Valls, il faut, je crois, distinguer le fond et la forme. C'est-à-dire que Manuel Valls, sur la ligne qu'il a incarnée, c'est une gauche républicaine, etc., etc. Je ne reviens pas dessus. Simplement, Manuel Valls, c'est un personnage qui n'est pas très aimé, et notamment des gens avec qui il a travaillé. C'est-à-dire que vous parlez à n'importe qui dans le monde politique qui a travaillé avec Manuel Valls, il a un grief. Et je crois qu'il n'est tout simplement pas populaire personnellement. Donc, en plus, il s'est comporté d'une façon, c'était pas très glorieux, si vous voulez, le soir de l'élection, sa façon de se faufiler, de vouloir absolument revenir, la façon dont il est quand même allé un peu cirer les pompes. Ça paye, puisqu'il a une circonscription qui est a priori gagnable. Attendez qu'il soit élu. Parce que, en plus, si vous voulez, quand on vous donne les Français de l'étranger, particulièrement où il y a le pays dont vous êtes issu, c'est un peu qu'on vous a pas trouvé, trouvé une circo gagnable. Alors attendons qu'il soit élu, mais je crois que Manuel Valls est assez impopulaire et je crois que c'est de sa faute. Éric Revel. Cette circonscription, a priori comme ça, hein, elle a le mérite d'être taillée, j'allais dire sur mesure pour Manuel Valls, dont Elisabeth rappelait qu'il a tenté sa chance au municipal en Espagne, vous vous en souvenez. Mais attention, il y a un énorme danger, c'est que ça peut être aussi l'humiliation suprême, parce que s'il est battu dans une telle circonscription, Espagne, Portugal, alors Monaco, j'avais pas vu, mais alors pour lui, c'est même plus la peine qu'il sorte politiquement le nez. Il est cuit, archi cuit. Donc on lui trouve une circonscription qui est quand même pas une circonscription de premier plan, avec le risque que ça comporte effectivement qu'il soit de nouveau battu, j'allais dire par les Français qui vivent à l'étranger et notamment en Espagne où il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Donc c'est peut-être un cadeau empoisonné, hein, parce qu'on dit que évidemment derrière la désignation des circonscriptions, il y a un Emmanuel Macron omnipotent, omniprésent qui veille à mettre un nom sur chacune des 577 circonscriptions pour la République en marche. Donc c'est une forme de petit cadeau, mais qui peut apparaître assez vite empoisonné. Oui, et concernant donc Émeric Caron, alors moi j'ai vu qu'il avait mis entre parenthèses son idée de vote censitaire populaire, parce que ça ressemblait un peu à ça, sa carte. Le permis de voter, oui. Le permis de voter, je trouve ça complètement dément. Je trouve ça complètement dément que des gens de la France insoumise qui sont des pré-post-révolutionnaires mettent en avant de tels arguments. Alors vous l'avez noté, Patrick, on lui a demandé évidemment de taire, de mettre sous le boisseau de tels arguments électoraux, parce que alors là... Alors je sais pas si on lui a demandé. En tout cas, il y renonce en tout cas. Voilà, il y renonce de sa propre initiative. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut aussi le dire, cette union populaire à gauche qui va peut-être faire des étincelles, parce que finalement, la gauche qui apparaissait débordée, coulée avec les idées que la droite mettait sur la table, apparaît quand même cette gauche autour d'un Jean-Luc Mélenchon qui renaît, apparaît comme la grande gagnante pour l'instant, parce qu'elle réussit à faire une union avec la carpe et le lapin. Alors, de quoi va être fait tout ça? Enfin, moi, je vais vous donner mon opinion rapide. C'est que
Si, mais pour l'instant les projections ne le montrent pas du tout. Mais si l'Union populaire avait une sorte de majorité relative ou absolue à l'Assemblée nationale, mais je vous donne mon billet contre les socialistes, les Verts, les communistes et la France insoumise, ça durerait pas 3 semaines ou un mois à l'Assemblée nationale. Il y a tellement de divergences sur le fond que ça exploserait en plein vol. Elisabeth ça Lévy, ressemblerait à des gouvernements de la 4ème République. Pardon, Elisabeth. Oui, d'un mot, Elisabeth. Pardon, d'abord que Aymeric Caron rejoigne Mélenchon, excusez-moi, c'est assez logique. Idéologiquement, ils sont pas très éloignés, même avant cette alliance. Je voudrais quand même dire un mot sur cette affaire de permis de voter. Sans le vouloir, parce qu'évidemment, chez lui, il y a une idée que lui, il va savoir qui est, pardon, mais je crois que c'est le mot qu'il a employé, qui est con et qui ne l'est pas. Il y a une certaine arrogance. Non, lui, c'est responsable. Il y a une certaine arrogance de classe derrière tout ça, je dirais. De classe de bobo, hein. Mais, cela dit, il faut dire qu'il y a un fond, ce qui devrait nous frapper, parce que les gens qui ont inventé le vote, les républicains de la fin du 19e siècle, hein, ceux qui ont, enfin, qui l'ont, pas qu'ils l'ont inventé, mais qui l'ont instauré, et qui ont instauré finalement progressivement le suffrage universel en France, savaient que la démocratie, c'est pas seulement le vote, c'est le vote de citoyens éclairés par un débat. Et, si vous voulez, il est clair que notre système éducatif aujourd'hui est à la ramasse. Et c'est ça qui devrait nous apporter, c'est qu'effectivement, on donne à chacun, si vous voulez, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui, ça devrait nous frapper, qu'on donne à chacun les moyens de se faire une opinion de citoyen éclairé. Voilà. Mais je ne crois pas que c'est ce que voulait dire. Je ne crois pas que c'est ce que voulait dire Aymeric Caron. En tout cas, ça existe au programme en collège et ça s'est même développé, hein, contrairement à ce que l'on dit bien souvent, où on avait un peu d'instruction civique il y a quelques années. Moi, je parle de formation générale. Oui. Je parle pas de simplement de. Oui, c'est dans ce cadre-là. Je parle pas simplement de. Je parle de simplement que l'école ne forme plus des gens. Je peux dire juste un mot pour répondre à Eric sur. Non, 0826 300 300. Et Elisabeth, je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Vous n'avez plus le permis de parler. Ce sont les auditeurs Parlons Vrai sur Sud Radio, parce que après, dommage, ça les aurait intéressés. Non, mais je sais bien. Attendez, Elisabeth, bougez pas, vous avez peut-être une réponse à apporter. Ludovic, non, mais après. Ludovic de Rochefort est avec nous. Bonjour Ludovic. Bonjour Patrick, bonjour Cécilia. Ludovic, oui, allez-y. Oui, écoutez-moi sur l'union, au départ on parlait de l'union de la gauche, alors qu'en fait il faudrait parler de l'union des gauches, puisqu'en effet il y a plusieurs gauches, et moi dans cette union-là je ne retrouve pas la gauche patriote, si vous voulez, et j'ai l'impression que certains sont prêts à perdre leur âme pour un père de lentilles, pour reprendre une fameuse expression, et donc ils sont prêts quelque part à cautionner une certaine idéologie sociétale qui clive notre nation pour avoir des sièges, et même je dirais que même en s'associant avec monsieur Mélenchon, je veux dire, il fracasse entre guillemets les digues républicaines dans une forme d'indifférence, alors qu'on voit très bien qu'il y a une forme de complaisance et qu'on ne s'attaque pas au vrai sujet. En plus, cette union-là représente 30% des voix. Les législatives sont aussi des élections de territoire, donc il faut avoir des personnes qui connaissent également le terrain. Et M. Mélenchon, en voulant être élu Premier ministre, remet déjà, ne serait-ce en cause, le fonctionnement des institutions. Merci beaucoup Ludovic, vous rejoignez en ça ce que disait aussi tout à l'heure Elisabeth Lévy. Merci Elisabeth, merci Éric Revel, Alexis Poulain. Dans un instant, on attend encore vos réactions à la fois sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300, parce que on va parler de liberté d'expression et on va parler de Twitter avec une question, Cécile. Avec la question, effectivement, notre question du jour où on vous demande s'il faut légiférer, s'il faut garder tel que c'est. Vous êtes pour la liberté d'expression totale à 81%. Pour changer, vous êtes seulement 7% à le penser. Ça devient n'importe quoi, 4%. Et besoin d'encadrer 8%. Donc vraiment, c'est la liberté totale. Voilà, 81%. Jusqu'où peut-on aller, justement, au nom de la liberté d'expression sur Twitter et les réseaux sociaux? Dans un instant, avec deux spécialistes, Laurent Gaillard et puis Olivier Babot, également jusqu'à 10h. Et vous, 0826 300 300, parce que vous êtes essentiel, vous le savez, et Parlons Vrai sur Sud Radio. Changeons, à tout de suite, 9h20.